Anne-Marie David vient de le rappeler, il y a eu dans votre activité qui relevait en termes de normativité exclusivement du Code civil pendant très longtemps. Son inscription dans le Code de l'action sociale et des familles a parfois été décrite comme une véritable révolution culturelle, ou en tout cas un changement dans votre posture professionnelle quant à la place de la personne protégée. Ça s'est ajouté à beaucoup d'évolutions. La première, c'est que la loi de 2007, comme vous le savez, à légitimer et réguler des pratiques anciennes qui étaient déjà les vôtres, de prise en considération de la personne elle-même au-delà de la seule gestion de ses biens. C'était déjà des choses que vous faisiez ou que la jurisprudence avait admises, mais ça a été placé vraiment au cœur, c'est de la protection de la personne et non pas, comme ça a pu être le cas longtemps par le passé, mais une protection de la société et des biens de la personne, mais de son impact sur la société ou sur ses proches. Donc c'est la personne qui est au centre, et on vous rajoute un troisième élément qui est dans cette loi, mais dans cette loi de 2007, mais qui s'inscrit dans la continuité notamment de la loi du 2 janvier et du 4 mars 2002, d'une reconnaissance des droits des usagers, d'une affirmation des droits des usagers, et ce que cette loi de 2007 traduit de manière extrêmement forte en créant un statut personnel de la personne protégée pour mieux respecter ses libertés, ses droits fondamentaux, sa dignité. Donc c'est pas très difficile en partant de ce constat de voir que vous avez la question de mener une réflexion éthique, une réflexion de nature éthique est pour vous essentielle, nécessaire et important, étant donné le contexte qu'on vient de rappeler. Donc je ne vais pas du tout m'étendre là-dessus. On pourrait ajouter en plus que vous avez par définition affaire à des personnes qui sont vulnérables, qui ont une altération de leurs facultés, qui rend pour elles difficile la conduite de leur vie, que vous avez une mission de protection vis-à-vis d'eux, et que cette protection est paradoxale dans la mesure où c'est d'abord l'imposition d'une contrainte et le retrait de l'exercice d'un certain nombre de droits et de libertés qui doit s'effectuer en théorie. La loi même a introduit ce terme dans la visée de l'autonomie de la personne. Donc on est en plein dans, en tout cas, un langage, des préoccupations, une visée qui est une visée éthique. Alors, en même temps, vous n'êtes pas sans savoir que l'éthique est à la mode, que vous avez des injonctions à l'éthique. Et là-dessus, moi, j'aimerais bien être assez direct, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, quel que soit cet effet de mode, et quelles que soient ces injonctions, votre profession, et en particulier les services mandataires, n'ont pas attendu ces injonctions ou ces effets de mode pour s'interroger sur le sens, les valeurs, les finalités ou la visée de leur pratique. C'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Je suis absolument certain, mais je vais argumenter, je vais vous montrer que c'est le cas, que cette réflexion éthique, elle existe déjà, qu'elle n'est pas toujours nommée comme telle, mais l'étiquette éthique apporte pas nécessairement grand-chose. L'essentiel est de le faire, de la mener, cette réflexion. Je pense que la plupart du temps, vous le faisiez déjà, vous vous interrogiez déjà sur le sens et les valeurs qui sous-tendent vos pratiques, sur ses finalités, sur sa visée, sur la justesse d'un certain nombre de décisions. Et donc, mon propos liminaire visait simplement à vous inviter collectivement, pendant cette journée et plus généralement, à vous décomplexer par rapport à l'éthique. Ça peut être un terme, une notion ou une expertise ou des discours qui intimident. Je vous invite à faire exactement le contraire. Elle est déjà dans votre pratique, donc il n'y a aucune raison d'être complexé vis-à-vis de ça. Décomplexons-nous tous vis-à-vis de ça et parlons-en comme nous parlerions d'autre chose. C'est quelque chose de spécifique, d'important, de nécessaire, et pour autant, faisons-le avec les moyens qui sont les nôtres, dans les situations concrètes, avec les contraintes qui sont les nôtres. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a, me semble-t-il, deux écueils. J'avais proposé d'intituler mon intervention « De la pratique professionnelle du MJPM à l'éthique et retour ». Je voulais proposer de faire un mouvement.
d'aller-retour des pratiques à l'éthique. Il y a 2 écueils ici. Le premier, c'est cette idée, ce sentiment qu'on peut avoir parfois quand on est le nez dans le guidon, quand on est dans sa pratique professionnelle. On peut avoir parfois le sentiment d'un écart irréductible entre les pratiques, leurs contraintes, et l'éthique, dont là on ne sait pas encore trop bien ce que c'est, mais on peut avoir le sentiment, parfois en lisant certaines chartes, certaines déclarations, certaines conventions, qu'il y a un écart infranchissable et que l'éthique serait une espèce de norme ou d'idéal absolu ou abstrait à atteindre. Et quand on est dans son activité professionnelle, on peut avoir le sentiment d'un écart infranchissable. L'éthique décrivant ce qui devrait être fait dans des conditions idéales, et on garde dans un coin de sa tête en permanence le fait qu'on n'est pas dans des conditions idéales, les choses ne sont pas aussi simples, et les prescriptions ou les normes qui sont données peuvent sembler lointaines et inaccessibles. Bon. Là, le réflexe, ça peut être de se dire, en fait, il y a une vérité de ma pratique, ce qui est réel, c'est ma pratique, c'est les difficultés concrètes que je rencontre, et de renvoyer l'éthique à une forme d'abstraction ou d'idéalité qui serait inaccessible. Se décomplexer vis-à-vis de l'éthique, c'est commencer par se dire se comporter de manière éthique, ce n'est être ni Jésus ni Gandhi. On ne vous demande pas de devenir des saints. On ne vous demande pas de devenir des sages, on ne vous demande pas d'avoir en permanence, d'oublier toutes les contraintes qui pèsent sur vous, les nécessités qui pèsent sur vous, toutes les vicissitudes matérielles, d'avoir le cœur ouvert, de vous transformer en mère, j'ai cité que des hommes, excusez-moi, en mère Teresa, il n'y a aucune raison. C'est pas du tout ça. Alors parfois, en entendant certains éthiciens, on peut avoir ce sentiment-là d'une éthique qui serait ex cathedra et qui serait extrêmement intimidante de ce point de vue-là. Bon. Je pense qu'il faut refuser, certes, l'éthique Jésus, Gandhi, Mère Teresa, mais il faut aussi résister contre cette tendance de se dire c'est ma pratique, il y a un écart infranchissable entre les deux. Bon. L'écart, il est infranchissable si on se représente l'éthique comme ça. L'autre écueil, c'est de se dire, à l'inverse, l'éthique est partout. Tout est éthique. Et je crois que dans les situations, mais ça c'est une expérience que j'ai plus dans le champ de la santé et du médico-social, mais dans les situations qui sont remontées comme posant des problèmes éthiques ou qui sont décrites comme étant de nature éthique, bien souvent, pas toujours, ni dans la majorité des cas, mais il arrive souvent qu'on se rende compte, après une analyse assez simple, qu'en fait, ce n'est pas un dilemme éthique, ce n'est pas un problème éthique, c'est un problème organisationnel, c'est un problème de compétences professionnelles, c'est un problème de moyens financiers, c'est un problème juridique qui est tranché par le droit, etc., etc. Et de ces différents ordres de questionnement, il faut faire attention à ne pas ni rendre l'éthique trop idéale, trop abstraite, mais à la fois ne pas se dire que c'est une catégorie bien précise d'analyse des problèmes, c'est un niveau d'analyse des problèmes parmi d'autres, il y a le droit, il y a la déontologie, il y a les bonnes pratiques, il y a les contraintes, etc. Et on perd en acuité en mettant de l'éthique partout. Et c'est ce qu'on appelle en philosophie une erreur de catégorie, c'est-à-dire qu'on appelle éthique quelque chose qui en réalité relève d'autre chose. Et cet écueil-là me semble au moins aussi important que l'autre. Donc la première question, quand vous avez le sentiment que vous menez une réflexion éthique, vous avez un problème qui vous montre, est-ce que c'est un problème éthique? Est-ce qu'il y a une dimension éthique dans cette question? Et parfois, ce n'est pas le cas. Ou parfois, il n'y a pas que ça. Et c'est important de ne pas tout rabattre là-dessus, parce qu'elle a une tendance un peu attractive à englober l'ensemble des questions. Bon. Alors, dernier point de mon introduction, pourquoi j'ai souhaité appeler cette intervention de la pratique des MJPM à l'éthique et retour? C'est parce que dans la tradition philosophique, vous connaissez le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes, où Platon montre le ciel des idées et Aristote montre le sol, c'est deux mouvements possibles de la pensée.
Du point de vue de l'éthique ou de la philosophie morale, il y a deux types de questionnements qui sont deux mouvements différents. Le mouvement de Platon, c'est de se dire, c'est une question d'essence. Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la vertu? Qu'est-ce que la justice? Et la réflexion éthique d'inspiration platonicienne, de ce mouvement, peu importe qu'elle soit platonicienne ou pas, mais c'est un mouvement qui est un mouvement définitionnel. On se pose la question ou de ce que c'est que l'éthique ou de ce que c'est qu'un comportement juste. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement vertueux? Qu'est-ce que c'est qu'un comportement prudent? Et on pourrait décliner. Qu'est-ce que c'est qu'être respectueux? Qu'est-ce que c'est qu'être bien traitant? Vous voyez? Bon. Un mouvement de définition, on essaye de savoir ce que c'est. Comme ça. La tradition aristotélicienne, comme ça, elle est beaucoup plus de savoir comment devient-on vertueux. La philosophie, elle ne fait rien d'autre que poser des problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne répond pas aux questions. Elle essaie de poser des bons problèmes. Et là, on a deux philosophes qui posent deux questions. L'éthique, elle pose deux questions. Qu'est-ce que la justice? Et Aristote dit, oui, mais si on en reste que là, on a une éthique très abstraite, la question est aussi de savoir comment on devient vertueux, comment on devient juste, comment on devient bien traitant. Comment cela pénètre progressivement nos manières de faire, individuelles et collectives, et comment on le devient, comment on s'en inspire, comment on s'en imprègne. Et Aristote dirait, bon, ça me fait une belle jambe de savoir ce que c'est que la justice. La question, c'est celle de la pédagogie de la justice et du devenir juste à partir d'une situation donnée. Bon. Alors, pour faire ce chemin d'aller et retour, j'ai choisi de me fonder sur une enquête qu'on a réalisée à la Fondation Médéric Alzheimer en 2014 avec la FNAT, l'UNAF, l'UNAPI et la CNAP et l'appui de l'ANESM auprès des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Je pense que certains d'entre vous ont répondu à cette enquête et je les en remercie. Le but de cette enquête était de mieux connaître et de valoriser l'utilité sociale, le rôle social, le travail des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Il y a 546 MJPM qui ont répondu. On a reçu 546 questionnaires. Je ne vais pas vous parler du tout de la partie quantitative du questionnaire que vous trouvez sur notre site, mais que vous avez dû recevoir. Je vais vous parler de la question ouverte qui était à la fin du questionnaire, à laquelle 123 mandataires ont répondu. La question posée était la suivante. Pouvez-vous décrire une situation concrète illustrant les difficultés éthiques ou déontologiques que vous rencontrez le plus souvent dans l'exercice d'une mesure de protection pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée? Donc, mon propos aujourd'hui va partir de ce champ de la protection qui est la protection des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Je ne suis pas sans savoir que ce n'est pas la seule population, les seules personnes dont vous vous préoccupez, mais comme là on a des données qualitatives intéressantes, je me suis dit que même si ça ne couvre pas l'ensemble du champ, ça vous montre, et je crois que ça montre, un certain nombre d'éléments qui vaut la peine d'analyser pour entrer dans ce questionnement. Donc, je rappelle la question, pouvez-vous décrire une situation concrète illustrant les difficultés éthiques ou déontologiques que vous rencontrez le plus souvent dans l'exercice d'une mesure de protection pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? 5 points, et ce sera les 5 points de mon exposé. Donc ça va être 5 exemples de situations qui posent un problème. Le premier type de problème qui est mis en évidence par les délégués mandataires, c'est le fait qu'ils sont parfois témoins de pratiques de la part des professionnels qui s'occupent des personnes malades, de pratiques qu'ils considèrent contraires ou pas tout à fait conformes au respect de ce qui serait des attitudes qui ne sont pas, à leurs yeux, totalement respectueuses de la personne. Par exemple, je cite, « J'ai pu constater que les soins dispensés aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ne sont pas toujours adaptés à leurs capacités et surtout au respect de la personne. » Autre citation, « Lorsque les médecins doivent obtenir le consentement de la personne pour une opération, ils vont systématiquement nous demander l'autorisation sans avoir recherché celle de la personne. »
Troisième exemple, il s'interroge aussi sur les limitations mises à la liberté d'aller et venir. Je cite, « Cas d'une personne attachée au barreau de son lit afin qu'elle ne tombe pas ou ne s'enfuit pas. Par manque de personnel, la majeure criait et personne ne lui répondait. » Qu'est-ce que ça nous enseigne ? Ça nous enseigne, premièrement, mais ça vous le savez, qu'au noyau de l'éthique, il y a souvent d'abord une indignation ou une inquiétude ou une insatisfaction par rapport à des pratiques. Très souvent, le départ de la réflexion éthique, c'est sur un sentiment de scandale ou un sentiment d'injustice ou un sentiment d'inconfort. Ce n'est pas forcément un scandale, mais c'est un sentiment de malaise par rapport à des pratiques qui semblent pas totalement respectueuses d'un certain nombre de principes et de valeurs. Ce que les délégués soulignent, moi ce qui m'intéresse là, parce que ce n'est pas les résultats de l'enquête qui m'intéressent, mais c'est ce que ça veut dire en termes de positionnement, les délégués, là, ils soulignent que l'une des missions du mandataire consiste à veiller au respect de la personne protégée et de ses droits. En termes de positionnement du mandataire par rapport aux autres intervenants, je cite, « Il faut rester vigilant pour que, du fait de sa pathologie, on n'infantilise pas la personne, que l'on respecte sa dignité. » Je cite encore, « Risque de banalisation, il faut s'assurer que les prescriptions ont été faites et renouvelées. » Donc ça veut dire que dans la définition, en tout cas là, telle qu'elle apparaît sur cette question-là, de positionnement du mandataire par rapport aux équipes du médico-social, il y a ce rôle de vigilance qui est intégré et d'attention plus particulière sur la question du droit et du respect des libertés. Mais on complique un tout petit peu. Plusieurs répondants sur cette même question soulignent en même temps que l'accompagnement de la personne doit se passer dans de bonnes conditions et que ça implique que les différents intervenants, délégués mandataires compris, sachent entretenir de bonnes relations. Il y a une répondante qui s'interroge sur les rythmes de vie imposés par certains établissements. Je cite, « La majeure protégée réside en EHPAD. À 17h, elle a dîné et est au lit jusqu'au lendemain, 7h. » Là, vous avez le même type. Ce n'est pas un sentiment de scandale, mais elle s'interroge sur la conduite à tenir. Je cite, « Doit-on s'opposer au fonctionnement de l'établissement afin que la personne puisse profiter plus longuement de la journée et respecter un rythme biologique naturel ?» On complique encore un tout petit peu. Une répondante dit être souvent sollicitée par la famille d'une personne protégée qui critique la manière dont la personne est prise en charge par le personnel de l'établissement. Et plutôt que de relayer systématiquement les plaintes de la famille, elle estime, je cite, « important, je cite, d'être à l'écoute de la famille, mais aussi, je cite, de préserver le partenariat avec l'EHPAD. » Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas simplement un rôle de chien de garde des droits. Certes, il y a ça, de vigilance, et c'est peut-être que dans cette constellation d'acteurs qui interviennent autour de la personne, le délégué mandataire a ce rôle-là, en partie de vigilance par rapport au respect des droits, mais en même temps, et ça c'est peut-être son inscription dans le médico-social, il doit avoir le souci d'une bonne collaboration et de la meilleure entente possible entre les différentes personnes, surtout parce que lui, il ne peut pas, par définition, être présent au quotidien dans l'établissement d'hébergement. Donc, il y a un positionnement éthique ou déontologique qui se positionne ici, à la fois de vigilance, mais aussi de neutralité. Vous voyez, être à l'écoute de la famille et en même temps préserver le partenariat avec l'EHPAD. Donc, on est dans une tension, elle ne va pas forcément se résoudre, et l'éthique n'a pas forcément vocation à résoudre toutes ces tensions. Mais là, il y a une vraie interrogation éthique. Vous voyez, au départ, on est parti d'une indignation, et quand elle s'élabore, en fait, si elle s'élabore bien, et c'est ce qu'on voit dans ce cas, et nous, on a été vraiment frappés par la qualité des réponses des délégués mandataires et de leur analyse des situations, on pourrait rapprocher ça de certaines éthiques de la vertu, où l'éthique consiste à se dire que c'est quoi mon positionnement, ma disposition vis-à-vis d'autrui ou vis-à-vis des autres,
qui serait la plus opportune étant donné mon métier. Ici, vous avez à la fois une différence et une complémentarité avec des positionnements éthiques qui peuvent être ceux des établissements sociaux et médico-sociaux. Deuxième point, deuxième difficulté mise en évidence par un certain nombre de délégués, c'est la question, évidemment, dans le contexte des troubles cognitifs du sujet âgé, c'est comment recueillir l'avis de la personne, comment obtenir son consentement ou son assentiment. C'est une vingtaine de délégués qui parlent de ça, qui disent leur difficulté d'associer la personne aux décisions qui la concernent, de lui permettre de participer à l'exercice de la mesure de protection. Ils soulignent qu'ils ont beaucoup de décisions à prendre, dont certaines sont personnelles. Ils citent l'exemple du choix des vêtements à acheter pour une personne qui réside en maison de retraite, des dispositions à prendre en cas de décès, du choix du lieu de vie, du choix d'un établissement. Sur tous ces sujets, ils s'efforcent de recueillir l'avis de la personne, de connaître sa volonté, mais ils rencontrent des difficultés. Première difficulté, des difficultés pour communiquer et pour se faire comprendre. Je cite, « Lorsque la signature de la personne protégée est indispensable, mais qu'elle ne comprend pas la démarche ni son intérêt pour elle, il est facile de s'épuiser à reformuler, dans l'espoir d'obtenir une éventuelle adhésion et finalement de substituer sa volonté à celle, trop difficile à recueillir, de la personne protégée. » Ensuite, ça c'est ce qu'on voit dans beaucoup de nos enquêtes. Et puis dans l'enquête MJPM, ça va plus loin. C'est pour ça qu'elle est très intéressante pour penser ce que c'est que la réflexion éthique. Il n'y a pas simplement des difficultés de communication. Ce que nous disent les répondants, ils nous disent en même temps, il arrive dans ces pathologies-là, dans ces situations de vie-là, que la personne donne son consentement à un moment donné, on a pris du temps, on lui a expliqué les choses, on lui a expliqué de quoi il s'agit, elle a exprimé son consentement, mais au moment de mettre en œuvre la décision, qui intervient plus tard, elle ne se souvient plus ni des explications fournies, ni d'avoir donné son consentement. Je cite, « Le débat sera toujours fait avec la personne. Les risques lui seront exposés, ainsi qu'aux proches qui seront présents. La difficulté est que la personne, régulièrement informée par des moyens adaptés, pourra adhérer à une entrée en établissement à l'instant T, oublier cet accord à l'instant T plus 1, le redonner à l'instant T plus 2. Elle oublie qu'elle a été d'accord quand les choses lui ont été expliquées et peut mal vivre le transfert en établissement. » Et troisième élément, certains mandataires ont le sentiment que les efforts qu'ils mettent en œuvre pour associer les personnes aux décisions qu'ils prennent, qu'ils sont amenés à prendre, que leurs efforts pour faire participer la personne aux décisions créent parfois de l'anxiété, de la confusion ou de la tristesse. Je cite, « Les personnes atteintes de la maladie font parfois illusion. Elles camouflent la maladie. On s'aperçoit de l'incohérence des propos par la suite, mais il est trop tard, on a eu le temps de stresser la personne avec toutes nos questions. » Autre citation, « Lors des entrevues à domicile, la personne souhaite exprimer des choses, ne parvient plus à les verbaliser. J'ai l'impression alors de la confronter un peu plus à la maladie qui l'envahit. » Conclusion, il faut prendre soin et être vigilant à ne pas être maltraitant. Ce que ces exemples-là montrent, vous pourriez vous dire, en première analyse, les recommandations officielles, la loi de 2007, les recommandations de l'ANESP sur la participation des majeurs à l'exercice de la mesure. Tous les textes normatifs nous disent qu'il faut recueillir le consentement des personnes. Or là, les exemples vous montrent, ça peut être difficile, voire impossible, voire créer une inquiétude et être maltraitant. Vous pourriez vous dire, ça montre bien l'écart entre les recommandations, la norme et les pratiques. Je crois que c'est exactement le contraire que ça montre. Ça montre qu'un respect purement formel de ces préconisations, il peut les détourner de leur sens ou de leur visée. C'est-à-dire que là, dans ces réponses-là, les mandataires, les délégués sont en train d'approfondir cette norme. La norme, elle ne vient pas... la question est de savoir comment on la traduit, comment on essaye de se l'approprier dans ces pratiques. On n'est pas là, ces situations ne prouvent pas du tout sa fausseté.
Une norme, elle ne peut pas être vraie ou fausse. Une norme, elle ne se situe pas sur le domaine de la question du vrai ou du faux. Donc, vous pourriez avoir un respect purement formel de ces préconisations, qui serait de dire, vous êtes face à des personnes qui ne peuvent pas communiquer, cette norme ne s'applique pas. Or, vous voyez au contraire que tout l'effort, et c'est pour ça que je dis ils font de l'éthique sans le savoir, tout l'effort est de dire comment, alors même qu'il y a des troubles cognitifs, on essaye de donner un sens à ces recommandations qui ne sont pas simplement formelles, il faut recueillir un consentement, c'est qu'est-ce qu'on veut au fond? On veut respecter la personne, sa dignité, essayer d'entendre sa voix, essayer de recueillir sa volonté, donc par quels moyens on peut le faire et par quel chemin on peut y arriver, y compris quand il y a des troubles cognitifs qui rendent les choses difficiles. Et puis, ça vous montre, mais ça c'est classique en éthique, vous êtes ici, prendre soin et être vigilant à ne pas être maltraitant, c'est un conflit classique en éthique entre un problème, une question d'autonomie, une question de bienfaisance. Le respect de l'autonomie de la personne, c'est pas simplement les recommandations, mais impliquerait d'essayer d'obtenir son consentement, de recueillir sa volonté, et en même temps, mes questions peuvent aboutir à la stresser. Elle est dans une réalité qui, en tout cas, j'ai le sentiment qu'elle est dans une réalité qui n'est pas exactement la mienne. J'essaye de balancer ces deux obligations, essayer d'aller le plus loin possible dans le recueil de sa parole, de sa volonté, en étant conscient, pas en appliquant la recommandation de manière brutale et procédurale, mais en étant conscient de ce que cela crée. Bon. Troisième exemple, troisième type de dilemme. Donc, je vais essayer de vous montrer en un qu'il y a une éthique du positionnement du mandataire. Et là, on est sur une éthique de positionnement professionnel. Et en deux, vous avez vu cet exemple d'un conflit possible entre deux valeurs, d'une éthique comme une tentative de résoudre, ou en tout cas de tenir le moins mal possible, une tension, voire une contradiction entre différentes valeurs. Les exemples qui suivent vont approfondir ces points. Une dizaine de délégués témoignent quant à eux des difficultés qu'ils rencontrent dans certains cas pour déterminer si la volonté exprimée par la personne est véritablement éclairée. Je cite, « Jusqu'où pouvons-nous prendre en compte la parole de la personne ? Les personnes ne sont pas toujours conscientes de leur état de santé. » Je cite aussi, « La personne n'a pas conscience de sa pathologie et de ses conséquences. » Ou autre citation, « Il est dans le déni des abus de faiblesse dont il a été victime. » Donc ça, c'est une interrogation sur les capacités décisionnelles de la personne qu'on souhaite associer le plus possible aux décisions. Mais ça se place aussi au plan plus général. La question est la suivante, je cite, « À quel moment devons-nous demander une aggravation de la mesure de curatelle renforcée en tutelle ? À quel moment devons-nous considérer qu'il ou elle doit être présenté de façon continue, sans pour autant perdre de vue les moments de lucidité ?» Vous voyez que le verbatim des mandataires qui ont répondu à l'enquête n'a rien à envier à certains livres ou articles d'éthique théorique. Il y a tout là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a ici, à la fois pour essayer de déterminer les capacités d'autonomie de décision ou les capacités d'autonomie pour la conduite de sa vie, que la question n'est plus là de savoir un conflit entre autonomie et bienfaisance, entre le respect des volontés de la personne et son bien-être ou son intérêt. La question là est de savoir, sur cette question du respect de l'autonomie, comment on peut faire pour conserver à ce principe une valeur quand cette autonomie est fragilisée, que ce soit l'autonomie de décision ou l'autonomie dans la conduite de sa vie. Bon. De manière très intéressante, certains délégués s'entourent ici de l'expertise d'autres professionnels. Je cite. « La personne vit dans son domicile depuis plusieurs années. La fille souhaite que sa mère vienne s'installer chez elle. La mère tient un discours différent selon son interlocuteur. Nous avons sollicité la Maya et un médecin expert pour déterminer si la personne était en capacité de donner un avis éclairé sur le choix de son lieu de vie. Et on a un autre exemple où ce recours à des tiers, à d'autres professionnels, conduit le mandataire à respecter le choix de la personne, alors même que celui-ci pourrait paraître discutable et biaisé par les troubles cognitifs. Je vous cite l'exemple parce que je le trouve extraordinaire, il est un peu long, mais vous allez voir. Je cite. « Monsieur de 80 ans
maladie d'Alzheimer sans aucun soin ni suivi, refus de toute intrusion dans son quotidien, refuse tous les soins médicaux, vit en ermite dans un logement totalement insalubre, un proche abuse de la situation en jouant sur la peur de monsieur et lui dérobe le contenu de son frigo. 2 médecins agréés statuent sur le fait que monsieur est tout à fait en capacité, malgré la maladie, de choisir ses fréquentations et son lieu de vie. Indignation du voisinage qui ne comprend pas comment au XXIe siècle, avec une mesure de tutelle, on peut laisser un monsieur de 80 ans vivre dans de telles conditions. Mais il semble que c'est son choix, et qui sommes-nous pour lui imposer de changer un mode de vie qu'il a depuis sa naissance, lui imposer d'avoir un logement décent, une hygiène qu'il n'a jamais connue. Je ne dis pas que le choix, dans la situation dont il faudrait avoir beaucoup d'autres détails, a été pertinent. On ne sait pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est que pour évaluer cette capacité d'autonomie, elle n'est pas en train de se demander là, la répondante, est-ce que cette situation est choquante ou pas. Elle part de ce qui est à mon avis l'esprit de la loi, de se dire quelle est la volonté de la personne et est-ce qu'elle a conscience suffisamment de son état. Et il s'entoure d'autres professionnels. Donc elle applique une présomption de compétence. On ne présume pas que parce que la personne a des troubles cognitifs, elle est incapable de comprendre ce qui se passe, ni ses relations avec autrui. Elle respecte en termes de vertu, là, elle fait preuve de respect ou de tolérance par rapport aux choix ou aux normes de vie ou aux habitudes de vie de la personne, en tout cas elle essaye. Elle a parfaitement conscience que la protection, si elle la mettait en œuvre là, ce serait clairement une privation de liberté ou une intrusion dans la vie de la personne. Et surtout, elle fait preuve d'une grande prudence de vocabulaire dans la description de la situation. Je ne sais pas si vous avez été attentif, mais elle ne parle pas immédiatement de déni, elle ne parle pas immédiatement, vous voyez, il y a de la psychanalyse sauvage et puis il y a de la psychologie sauvage. Très souvent, on est face à un refus de quelqu'un, d'une personne vulnérable. Le terme déni arrive avec une vitesse, ou refus d'aide arrive avec une vitesse, et là, elle est d'une grande prudence dans l'analyse de la situation pour essayer de la voir. Là, ce que vous voyez, c'est simplement du point de vue du métadiscours, ce que j'essaie d'avoir sur cette situation, vous voyez que l'enjeu n'est pas du tout d'arbitrer entre deux valeurs, entre l'autonomie ou l'intérêt de la personne. Là, la question est centrale, c'est comment traduire dans la réalité ce principe de respect de la personne ou de recherche de respect de sa volonté, qui, dans certains cas, est problématique. Et je crois que l'éthique, ce n'est pas simplement des conflits de valeurs, c'est aussi comment implémenter dans la réalité une préoccupation pour une valeur donnée. Là, on a un magnifique exemple sur l'implémentation dans la réalité de la valeur d'autonomie ou de respect de la dignité de la personne. Quatrième et avant-dernière difficulté, une trentaine de délégués, donc là c'est un quart des répondants, disent que pour eux la principale difficulté, elle consiste à devoir faire des choix, parfois très personnels et lourds de conséquences, alors, je cite, que la personne n'est plus apte à donner son consentement, alors qu'il n'est, je cite, plus possible d'associer le majeur protégé. Tout ça, c'est des citations, donc 2 points, ouvrez les guillemets, quand la maladie est à un stade très avancé, quand la personne n'est plus en capacité de comprendre ni communiquer, quand elle n'est plus apte à donner son consentement ou à exprimer des choix, le mandataire doit prendre des décisions sans pouvoir obtenir l'avis de la personne. Or, devoir effectuer des démarches pour la personne sans pouvoir l'associer à ces démarches est difficile. Alors, pourquoi est-ce que c'est ressenti comme difficile ? Pourquoi est-ce qu'il y a un inconfort ? Les répondants citent 2 éléments. Premièrement, je cite, « Devoir faire à la place d'eux peut donner au mandataire le sentiment de s'occuper d'un dossier plutôt que d'une personne et lui donner un sentiment de toute puissance. » Première difficulté. Deuxième difficulté, le risque, je cite encore, le risque est de prendre des décisions qui nous semblent les plus adaptées, mais qui en réalité ne conviennent pas à la personne. Les répondants insistent sur le fait que c'est problématique pour eux, même quand c'est leur mandat.
C'est parfois problématique pour eux, même quand il y a eu une autorisation. Ils ont respecté une autorisation pour les soins médicaux, ils ont demandé l'avis du juge, l'avis a tranché, mais même là, le questionnement subsiste. Est-ce que c'est ce que la personne aurait souhaité? Est-ce que c'est ce qui lui convient le mieux à elle? Alors, comment est-ce qu'ils font pour résoudre cette question? Et c'est là, à mon avis, qu'on entre dans l'éthique. Première solution mise en œuvre, ils se demandent quelle décision la personne elle-même aurait prise pour se demander si le choix qu'ils font est le bon, quelle décision la personne aurait prise elle-même. C'est intéressant parce que là, on n'est pas sur une question d'autonomie et de respect des volontés, on est sur une question de bienfaisance ou de meilleur intérêt. Qu'est-ce qui est dans l'intérêt de la personne? Et au lieu de se dire qu'est-ce qui serait dans l'intérêt de n'importe quelle personne de cet âge, dans ces circonstances, et qu'est-ce qui est le mieux pour son bien-être et sa qualité de vie, imaginé de manière très abstraite, ils se demandent, c'est pas le meilleur intérêt, ce qu'ils essayent de déterminer, c'est pas le meilleur intérêt objectif, ils s'interrogent sur le meilleur intérêt subjectif, c'est-à-dire ce que la personne elle-même conçoit ou définit, ou ce qui sont dans son intérêt singulier à elle, pas du fait de sa pathologie, pas du fait de son âge, en essayant alors c'est quasiment impossible, puisqu'on n'a pas l'expression de la volonté. Mais malgré tout, ce raisonnement, qu'est-ce qu'elle aurait souhaité? Deuxième solution, évidemment, je cite, plusieurs répondants disent être aidés dans ces situations par les différents échanges avec le personnel soignant, la famille si elle existe, et les collègues de travail. Et nous, on a été très frappés, c'est la première fois que ça nous arrive dans une enquête auprès de différents métiers, que les répondants, très souvent, mais c'est des délégués mandataires, répondent « nous ». Ils ne répondent pas « je ». Nous, je ne crois pas que ça désigne la profession des délégués mandataires, c'est pas une... En revanche, ça désigne les services mandataires. Ça veut dire qu'au sein des services, ils ont la capacité, très probablement dans un certain nombre de situations, de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger sur ces situations avec d'autres mandataires ou avec des responsables. Mais ça veut dire qu'il y a des ressources en termes de réflexion, et je pense que la réflexion éthique, en principe, c'est pour ça une des raisons pour laquelle on distingue ça de la morale, ça ne se fait pas tout seul en chambre. Une des définitions, pas des définitions, mais des éléments structurels déterminants dans l'éthique, c'est une délibération plurielle. Alors parfois on dit collégiale, mais collégiale, normalement, quand vous êtes dans un collège, une décision collégiale, ça suppose que vous êtes avec des pairs. Donc ce serait collégial s'il n'y avait que des délégués mandataires. À partir du moment où vous avez d'autres professions ou d'autres compétences, collégial ne s'applique plus tout à fait. Mais c'est une réflexion, une délibération, une mise en questionnement qui ne se fait à plusieurs en partageant des points de vue. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire encore, cet exemple-là? Là, j'ai essayé, je pense que ça donne un exemple où il n'y a pas non plus un conflit entre deux valeurs, la volonté de la personne et son intérêt apparent. On ne peut pas recueillir la volonté de la personne, mais comment on fait pour que la préoccupation pour son intérêt apparent, ce ne soit pas simplement son meilleur intérêt vu de l'extérieur, son meilleur intérêt que certains philosophes appellent objectif, mais son meilleur intérêt subjectif pour elle-même. Quelle décision aurait-elle prise elle-même? Et beaucoup de répondants disent qu'il y a parfois des conflits au sein des familles sur ces sujets, et que là c'est vraiment délicat, mais beaucoup disent qu'ils peuvent s'appuyer sur les membres de la famille pour identifier les besoins. Et je finis par cette citation: « Je n'ai jamais pu recueillir l'avis de Madame C, car elle est dans l'impossibilité de construire une phrase, hormis quelques mots en criant. Ce sont ses enfants qui parlent à sa place, mais la déléguée a mis parle entre guillemets, repère les besoins. Les soignants sont aussi une ressource importante. » Et là, je pense que c'est l'idée de ressource qu'il faut retenir d'un point de vue éthique. On retourne à cette question du positionnement du mandataire, où là, on n'est plus dans une relation de conflit, mais on essaye vis-à-vis d'une expression de la volonté qu'on a du mal à déterminer, de s'appuyer sur toutes les ressources, la famille, les autres professionnels, les ressources internes au service, pour prendre la décision, ce qui semble la plus juste possible. Dernier exemple, c'est mon cinquième et dernier point. Pour une cinquantaine de répondants, ça veut dire pour plus de la moitié des délégués mandataires qui ont répondu à cette question.
Pour une cinquantaine de répondants, et ça ne va pas vous étonner dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, les situations les plus délicates surviennent quand, à votre avis, lorsque le maintien de la personne à domicile devient problématique. Les répondants évoquent diverses situations qui les amènent à s'interroger sur ce point. La maladie, je cite, « La maladie s'est installée au fil du temps. Le maintien à domicile s'avère de plus en plus inquiétant quant à la sécurité. Parfois aussi, les conditions financières ne permettent plus de vivre à domicile. » Ce qui me permet de faire une petite remarque incidente. Il faut parler d'argent quand on parle d'éthique. C'est absolument central. Sinon, c'est l'éléphant dans la pièce qu'on ne voit pas. Et si on en parle, on fait de l'éthique abstraite. On fait de l'éthique hors sol. Il faut parler d'argent et il n'y a absolument rien de dégradant à intégrer dans une réflexion éthique cette problématique-là de ressources limitées. On n'est pas obligé de raisonner toujours comme si les ressources étaient illimitées. Elles ne sont pas là. On n'est pas au pays des bisounours. Tout le monde n'est pas gentil et tout le monde n'est pas riche. Donc, on est dans un contexte de ressources restreint, mais sinon, c'est seulement sécurité, liberté. Où est-ce qu'il faut mettre le curseur? C'est zéro. Ça vaut rien en termes de réflexion. Par contre, les conditions financières ne permettent plus de vivre à domicile. Là, ça devient intéressant, parce que là, on sait un petit peu de quoi on parle. Donc, ils décrivent des problèmes très concrets. Perd régulièrement ses clés, ne se souvient plus de son adresse, est souvent ramené chez lui par les voisins et les pompiers, laisse la casserole sur le feu, se fait aider par un couple d'amis qui, en contrepartie, sollicite de sa part un paiement déguisé, n'ouvre pas toujours la porte aux aides ménagères ou est absente quand elle a oublié l'heure. Malgré de nombreux garde-fous, fait des dettes un peu partout. Pourquoi je vous cite ces exemples-là? Parce que la question du maintien ou du soutien à domicile, ça n'a aucun intérêt en tant que tel. Il faut entrer dans le détail de ces situations-là. Et vous voyez que les exemples que je vous ai donnés, je les reprends, perd régulièrement ses clés, se fait aider par un couple d'amis qui sollicitent des paiements déguisés, n'ouvre pas toujours la porte aux aides ménagères, fait des dettes un peu partout. C'est des problèmes très différents qui appellent des solutions pratiques très différentes. Il n'y a aucune raison de ramener toute cette diversité empirique de questions-là que vous savez très bien analyser parce que c'est votre métier, de ramener ça à un dilemme général qui est concilier la sécurité ou la liberté des personnes. Il y a peut-être des solutions à trouver si elle perd régulièrement ses clés. Il y a peut-être d'autres garde-fous à inventer si elle fait des dettes un peu partout. Bon. Alors, comment ils analysent ça? Il me reste 3 minutes, donc je vais foncer. Certains répondants sont convaincus que dans un certain nombre de situations, le maintien à domicile de la personne n'est plus possible. Et pour eux, je cite, « Choisir entre assurer la sécurité de la personne et respecter sa liberté peut relever d'un vrai cas de conscience. » Bon. Oui, mais en même temps, là, la situation est pliée. Si elle ne peut plus rester à son domicile, la situation est pliée. Et par chance, vous avez une excellente loi de 2007 qui vous indique en plus une procédure à suivre en cas de difficulté. Donc, pour moi, ce n'est pas ça le dilemme central. Ils pointent une deuxième difficulté, les mandataires. Selon eux, le plus difficile est de réaliser, je cite, « une évaluation précise des difficultés réelles à domicile ». Je cite encore, « Il est difficile, même en rencontrant régulièrement la personne, de savoir réellement quelles sont les difficultés au quotidien et à quel moment le maintien à domicile n'est plus possible. » Exemple. L'association à la tutelle au bien, les 2 filles la tutelle à la personne, l'une des filles veut placer sa mère en institution, l'autre avec laquelle elle vit veut la maintenir chez elle. La dame reste seule de longs moments dans la journée sans stimulation, elle déambule, est incapable d'aller seule aux toilettes ou de boire et de manger. Est-elle bien à domicile? Est-elle en danger? Et là, ne pas refermer d'emblée le questionnement, c'est ça qui est important. Après, il y aura une réponse qui sera apportée, mais analyser ça. Quelle est exactement évaluation ou appréciation, ce serait peut-être mieux, précise des difficultés réelles. Et puis, il y a 2 mandataires qui font une réponse encore plus approfondie
Pour certains délégués, le problème ne vient pas de l'opposition de la personne à entrer en maison de retraite, et ils le disent tel quel. Je cite, « Le positionnement du sujet sur son lieu de vie est fluctuant. Ce n'est pas, c'est souligné dans la réponse, ce n'est pas un refus total et systématique. Il y a souvent des problèmes de repli sur soi, un refus de s'alimenter et de se laver. Autrement dit, le délégué nous dit, ce n'est pas l'entrée en maison de retraite qui est problématique, c'est l'entre-deux, avant le placement en établissement, qui est difficile. La véritable question est de savoir jusqu'où l'on peut imposer de manière presque coercitive que les besoins vitaux de la personne soient assurés. Le problème est délicat car, je cite encore, il y a une vraie souffrance de la personne qui vit parfois les tiers comme intrusifs. » Conclusion de ce répondant, il faut beaucoup expliquer. L'adhésion est difficile à obtenir, il y a un gros travail à faire pour convaincre la personne. Cela suppose de pouvoir s'appuyer sur des partenaires et de se donner du temps, et c'est ma dernière citation, deux points, ouvrez les guillemets. La situation est parfois urgente, mais il est nécessaire de travailler le problème sur un temps long. C'est un paradoxe difficile à assumer quand on a la mission de protection. Pourquoi est-ce que cet exemple-là est très important ? Premièrement, parce que vous voyez la prise de recul et la vigilance, mais la prise de recul par rapport à la lecture standard, liberté, sécurité, dont, excusez-moi, mais je pense que c'est le degré zéro de la réflexion sur ce genre de problème. Vous voyez que là, ils vont beaucoup plus loin que ça. Et surtout, ça montre ici une particularité, à mon avis, de la réflexion éthique dans le champ qui est le vôtre. Et ça, à mon avis, c'est insuffisamment souligné. La réflexion éthique telle qu'on la pratique dans les sphères professionnelles, ça vient du champ historiquement. Ça a été développé dans le champ de la bioéthique. Question de début de vie et question de fin de vie. Est-ce qu'on réanime des nouveau-nés avec des lésions cérébrales ? Est-ce que l'euthanasie est permise ou qu'est-ce qu'on fait en fin de vie ? Après, c'est devenu des questions sur des décisions médicales, sur les nouvelles techniques de réanimation, etc. Et cette éthique-là, son ontologie, c'est une éthique de la décision. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné et il y a une décision à prendre. Donc c'est comme si le temps s'arrêtait. Vous voyez ça très bien dans les séries américaines médicales. Ils vous le font de manière exceptionnelle. Comme si le temps s'arrêtait et il y a une décision à prendre. Et l'ontologie derrière, c'est la structure de l'être derrière, c'est une alternative relativement claire et on va prendre un chemin ou l'autre. Et le soubassement éthique de ça, c'est dans un temps très donné qu'on peut quasiment arrêter une décision à prendre à un moment donné. Je pense que dans votre champ d'activité, il y a parfois des situations où c'est comme ça, avec des décisions à prendre à un moment donné qui vont avoir beaucoup de conséquences. Mais vous êtes aussi, et là le délégué le dit très bien, dans un temps beaucoup plus long où la question n'est pas simplement de choisir entre plusieurs options, mais de maintenir en tension des valeurs ou des principes ou des choses auxquelles vous tenez sur la durée et d'assumer des paradoxes. Ça, je trouve ça très bien, il le dit très bien. Il y a un paradoxe difficile à assumer, mais peut-être que dans l'éthique, il y a aussi ça, c'est qu'on tient un certain nombre de paradoxes, on essaie de tenir un certain nombre de choses qui ne tiennent pas bien ensemble. Et donc, ça doit nous inciter sur le fait qu'on ne peut pas, quand on vous aide à formaliser cette réflexion éthique, il faut être prudent, je pense, à ne pas prendre trop pour modèle. Ils ont développé des choses très intéressantes. Mais ces modalités de la réflexion éthique dans le champ de la bioéthique ou dans le champ de l'éthique médicale, parce que la structuration de votre activité, le temps notamment qui est le vôtre, et le tissu relationnel qui est le vôtre, vous n'êtes pas dans un hôpital universitaire avec une équipe où il n'y a que des médecins et on demande l'avis de la famille, vous êtes dans un environnement pluriprofessionnel, avec différentes responsabilités, différentes déontologies. Ça, c'est très particulier, et on n'a pas été très bon, parce que jusqu'à présent, mais je pense que vous, le travail mené en ce sens-là, il est vraiment pionnier, c'est-à-dire développer une réflexion éthique, mais propre à ce domaine-là, ce qu'on ne peut pas transposer. Donc il me reste moins 3 minutes, donc j'en prends une, mais promis, juré, craché. Conclusion. Il y a une réflexion éthique qui est importante pour votre positionnement professionnel. Ça va
renforcer votre identité professionnelle et construire cette profession. Ça va évidemment rendre la qualité du service rendu aux personnes. Et ça devrait aussi, cette réflexion éthique, vous permettre de vous ressourcer. Et je pense qu'un des critères d'une réflexion éthique réussie, c'est ce que ça vous permet de vous ressourcer. Est-ce que ça vous donne de la joie? Il faut être spinoziste ici. Peut-être pas du plaisir, parce que le plaisir, ça demande quand même un certain nombre de prérequis, il y a une immédiateté. Mais est-ce qu'il y a une dimension de joie à mener cette réflexion éthique ensemble, en se ressourçant et en prenant collectivement de la distance sur un quotidien professionnel qui est quand même difficile? Deuxième élément, donc j'ai dit éthique, réflexion à plusieurs, pluriel, sur le sens et les valeurs, est en général liée à des situations. Ça ne veut pas dire qu'on travaille toujours sur des cas, mais c'est une éthique qui est en situation, qui n'est pas hors sol. Troisième élément, je pense que votre enjeu, j'ai parlé d'Aristote et de Platon au début, je pense que votre enjeu n'est ni de définir ce que c'est que le délégué mandataire idéal, si Gandhi délégué mandataire, ou Mère Teresa, comment ils auraient agi, c'est pas ça. Mais c'est de développer une sensibilité éthique et une compétence éthique. Alors, moi, je relis ça sous culture éthique, mais il y a les deux, une sensibilité et une compétence pour arriver à aborder ces questions qui sont difficiles à plusieurs, et une sensibilité, parce que l'angle mort dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, on n'est parlé que des choses qui posent problème aux délégués. Et il y a peut-être des problèmes éthiques si d'autres acteurs étaient associés, que les autres acteurs verraient, que les délégués ne voient pas. Donc, c'est aussi une sensibilité à ce qui ne saute pas immédiatement aux yeux. Je vous remercie.